Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils ont alors décidé de devenir des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur histoire incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, recruteur de passionnés du Web3 et cofondateur de Bounty Chasseur, la solution qui démocratise le recrutement par recommandation, pour vous permettre de recruter de nouveaux talents de manière rapide et ultra compétitive. Contactez-moi sur LinkedIn pour déposer votre première offre sur Bounty Chasseur. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Chloé Accard. Elle représente le projet MetaMakers. Comment tu vas, Chloé ? Écoute, ça va super bien, la forme. Ça va être un super épisode alors. Alors sans attendre, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comme d'habitude, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 ? Alors, donc moi au départ, j'avais pas forcément d'empreinte numérique, mais j'étais déjà passionnée par l'innovation et j'ai voulu rentrer un petit peu dans le monde professionnel pendant mes études en école de commerce, ce qui m'a poussée à m'inscrire sur LinkedIn et à mettre en place une stratégie de présence qui, à l'époque, avait été construite pour trouver un contrat d'apprentissage en France, alors que j'étais en semestre à l'étranger. Et le pari a super bien marché. Je crois qu'en 3 mois, j'avais à peu près 15 000 personnes qui me suivaient sur le réseau. À l'époque, c'était tout nouveau, c'était pas encore très développé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une demande d'un marché sur ce domaine-là, de personnes qui me demandaient de les guider, de les aider à aborder les enjeux liés aux réseaux sociaux. Et donc, j'ai commencé à créer des actions autour de la transformation digitale et humaine dans le monde de l'entreprise, via du branding, du networking, du social selling, etc. Donc, j'ai monté un petit peu ce projet-là pendant mes études. Et puis ensuite, j'étais membre du jury du Grand Prix Social Media et j'avais été, on va dire, j'avais tapé dans l'œil à l'époque à Orange Innovation qui m'a demandé de rejoindre leur équipe pour travailler sur la création d'une application. Et puis, par la suite, j'ai été débauchée pour rejoindre Samsung en tant que digital évangéliste. Le mot un petit peu à la mode à l'époque. En gros, j'étais en charge de la promotion et de l'offre du développement du B2B du groupe autour de la transformation numérique. Donc en fait, c'était assez sympa parce qu'ils avaient recréé, si tu veux, un petit peu un espace du futur où tu pouvais t'immerger un petit peu dans ce que serait le magasin de demain. Ils avaient plusieurs verticales métiers, que ce soit de l'industrie, du retail, des espaces de travail. Donc c'était hyper sympa. Moi, à l'époque, j'étais un petit peu le chef d'orchestre entre les commerciaux, le marketing et tout un écosystème de partenaires solutions. Et donc, j'accompagnais en fait les commerciaux lorsqu'ils avaient des visites pour immerger chaque prospect dans le futur de son marché. Donc, j'apportais un petit peu ma baguette magique pour essayer de faire voyager le client dans ce que pourrait être son marché dans le futur. Donc, c'était super sympa et donc j'ai exercé ça pendant à peu près 2 ans et demi jusqu'à que le Covid arrive. Et là, j'ai décidé de quitter un petit peu la France, de quitter l'ambiance un petit peu morose et je suis partie à l'étranger. Et c'est quand je suis revenue en France, donc il y a quelques mois, que là, j'ai pu faire d'autres choses et que j'ai approché un petit peu le Web3.
Merci pour cette introduction. Alors, du coup, comment tu as finalement connu le monde du Web3? Est-ce que c'est pendant ta période de prise de recul, pendant la période du Covid, que tu as commencé à s'intéresser à ce sujet? Voilà, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment tu as connu ce monde-là et comment petit à petit tu es rentré dedans? Alors, moi déjà à l'époque, en 2015-2016, j'avais déjà un petit groupe d'amis en école de commerce. Il y en avait deux, trois qui étaient à fond dans les cryptos. Moi, je regardais ça un peu de loin parce que je voyais bien que la raison pour laquelle ils s'y intéressaient, c'était pas vraiment pour la techno derrière, mais pour l'appât du gain. Et je voyais aussi comment ça les affectait un peu mentalement au quotidien. À l'époque, pour eux, c'était une vague d'espoir de pouvoir se faire de l'argent comme ça et sortir de la galère dont tu es en tant qu'étudiant à Paris. C'était un peu toucher ce qu'on te vend en école de commerce avant l'heure. Cette vague, on va dire, ils l'ont prise, mais une fois qu'ils étaient dans le bateau, si tu veux, ils s'arrêtaient plus de ramer et ils voyaient pas un petit peu le monde autour d'eux, le reste. Ils parlaient plus que ça, quoi. Si tu veux, quand on se retrouvait entre amis, ça les démangeait. Ils se mettaient à part pour en discuter pendant des heures. Donc voilà, c'était quelque chose qui, ce côté addictif, ça m'attirait pas du tout. Moi, j'étais à fond dans mes actions professionnelles sur LinkedIn. Et puis, c'était en 2007, fin 2017, je me souviens. Ils essayaient de nous convaincre à rentrer dans le jeu. Voilà, ils nous parlaient du cours du Bitcoin qui allait atteindre les 15 000 $, de Dash, d'Ada et Cardano. Et puis, début 2018, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, ils ont un peu remis les pieds sur terre et c'est là où je m'y suis un petit peu intéressée. J'avais voulu comprendre un petit peu quelle était la technologie sous-jacente, sur quoi reposaient les cryptos, qu'est-ce qu'était la blockchain, tous ces enjeux derrière la décentralisation, la protection des données. Voilà. Donc, je suis devenue un petit peu en quelque sorte, on va dire, une maximaliste de l'Ethereum. Et puis, j'étais un peu bloquée sur ma lancée parce que c'est à ce moment-là où j'ai été débauchée de chez Orange pour pouvoir rejoindre Samsung. Et ça m'a pris énormément de bande passante parce qu'il fallait que je me forme un petit peu sur tous les marchés en fait que touchaient les partenaires solutions. On en avait à peu près plus de 80. Donc voilà, donc j'ai dû lâcher un peu le Web3, mais je savais forcément que j'allais y revenir de manière plus poussée à un moment ou à un autre. Lorsque tu es passionné par l'innovation, tu vois ça vraiment comme un univers dont tu as envie de découvrir la magie qui s'y cache derrière, tu vois. Et moi, je me rappelle, lorsque j'accompagnais des clients à l'époque, je mettais en avant des solutions de VR où je proposais, par exemple, dans l'immobilier aux clients qui vivaient à l'étranger de s'immerger dans une maison avant de l'acheter, où on proposait niveau formation, par exemple dans l'industrie, de projeter le collaborateur dans une situation de stress où il avait plusieurs manières d'y réagir. On avait aussi on avait de l'hypnose, niveau santé, etc. Et moi, si tu veux, je sais pas comment expliquer, mais j'étais un peu comme une enfant qui a l'impression de vivre dans le futur, tu vois, et d'avoir entre les mains une baguette magique. Du coup, alors aujourd'hui, tu représentes le projet MetaMakers. Alors avant qu'on parle de ce projet, de ce qu'il fait, des propositions de valeur que vous avez, est-ce que tu peux nous dire comment concrètement tu es arrivé à rejoindre ce projet et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es contributrice de ce projet et tu le représentes? Durant mes années chez Samsung, sur plan personnel, j'avais décidé d'effectuer mon premier investissement immobilier. Et c'est là où j'ai rencontré Maxime Lartigot, qui est président de Novalia, qui m'a conseillé sur ce projet. Mais au-delà de ça, on avait échangé sur plein de sujets, de mes actions de visibilité sur LinkedIn, mon rôle chez Samsung, mes interventions en tant que speaker en France, à l'étranger, etc. Et puis tout ce qui était innovation, tech, et tout ce qui tournait autour de ces sujets-là. Donc on est toujours resté en contact, même quand je suis partie à l'étranger, dès que je revenais des fois en France, on se retrouvait pour parler de divers sujets. Et puis moi j'ai vu Maxime
et son équipe vraiment réussir dans l'investissement immobilier, la gestion de patrimoine. Et quand il m'a parlé de son projet dans le Web3, de MetaMakers, voilà, je savais que c'était quelqu'un de très carré, notamment sur tout ce qui est question de la législation. Il m'avait expliqué qu'ils avaient fait appel à 3 cabinets d'avocats différents pour s'assurer de la conformité de MetaMakers. Voilà, sa vision, elle correspondait bien à un marché plus rationnel que ce qu'il avait été. Et puis, son offre de produit il répondait bien et elle résonnait en moi, tu vois. Donc, quand il m'a demandé de rejoindre l'aventure pour représenter leur marque, un peu de la même manière de ce que je faisais à l'époque chez Samsung, j'ai pas du tout hésité. Donc, j'ai rejoint l'équipe depuis 1 mois. Je me forme en autonomie via des livres écrits par des personnes comme Matthew Bowles, Cathy Hackle sur tout ce qui est métaverse. Côté Web3, de manière plus globale, j'aime aussi beaucoup ce que fait par exemple Claudia Loma et Benjamin Butin avec leur podcast sur NFT Business. Voilà, il y a des personnes comme Benjamin Moguer, Delphine Druel, Benjamin Cohen qui font des choses aussi assez sympas. Alors bon, là je parle de personnes qui sont actives sur LinkedIn parce que c'est un peu mon terrain de jeu, mais même sur d'autres plateformes, il y a aussi de quoi faire, surtout chez les anglo-saxons. Donc aujourd'hui, on a quand même une bibliothèque d'informations assez large qui fait que ça reste quand même assez simple, tu vois, de se former. Ok, ben merci d'avoir expliqué ton arrivée chez MetaMakers. Alors maintenant, si on en vient au projet en lui-même, et ce pourquoi tu es aujourd'hui ici notamment, est-ce que tu peux nous dire finalement à quelle problématique répond MetaMakers? Alors, MetaMakers, ça permet de rendre plus accessible au plus grand nombre l'investissement dans des produits du Web3, donc à savoir le métaverse, les NFT, le Gamify. C'est des univers qui sont verticalement liés et remplis d'opportunités. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces marchés, ils sont encore jeunes, ils sont peu matures. On a encore des barrières qui bloquent un petit peu son adoption massive. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on vient pas du monde des cryptos, c'est un milieu dans lequel on se sent pas serein d'investir. On entend pas mal parler autour de soi des personnes qui ont gagné de l'argent, mais aussi de ceux qui en ont perdu beaucoup, des arnaques, etc. Donc aujourd'hui, la personne qui veut investir, elle se pose énormément de questions sur le bon moment, le bon produit, etc. Et au-delà de la multiplicité et de la complexité des projets, la difficulté d'analyse concernant la sécurité, c'est une réelle barrière pour les néophytes. Donc le particulier lambda, il va avoir besoin d'accompagnement, d'être rassuré. Et c'est là où MetaMakers intervient. Non seulement il va permettre à cette personne de gagner des heures et des heures de formation sur le sujet à l'instant T, mais aussi sur la durée, en lui évitant de garder quotidiennement un œil sur l'évolution du marché. Alors attention, juste pour préciser, MetaMakers, à son nom, il va pas faire de conseils d'investissement. Il va proposer un ensemble de solutions qui permettent de porter des projets, des entreprises, par exemple du métaverse ou des par le biais d'une communauté, on va dire partenaire de petits, moyens ou grands porteurs qui sont experts dans leur catégorie et qui vont proposer une sélection de NFT ou d'actifs qui sont pertinents. Le but, c'est d'aider les utilisateurs à adopter une stratégie beaucoup plus facilement. En gros, MetaMaker, ça représente un peu le portail grand public de l'investissement dans les NFT avec une solution de simplification. Est-ce que tu pourrais nous dire du coup par un ou deux exemples concrets ce que vous allez proposer dans ce portail pour qu'on puisse bien, tu vois, voir et visualiser ce que vous allez proposer en termes de peut-être de d'usage par rapport à ce qui existe aujourd'hui et ce qui fait peut-être le fait que vous allez être plus facilement utilisable que d'autres solutions? Oui, carrément. Tu vois, par exemple, MetaMakers va proposer un accès des projets qui sont en phase de démarrage ou des opportunités qui vont être négociées avec des différentes plateformes grâce à sa communauté, son réseau, etc. Donc, il va permettre d'accéder à une section d'outils d'investissement participatif et collectif.
par un processus de sélection rigoureux qui sera fait par des partenaires qui vont former un comité de sélection. Et c'est là où MetaMakers va offrir une réelle différence, c'est que les opportunités sélectionnées, elles vont être regroupées dans un package en fait d'investissement, donc un wallet qu'on va nommer un pool. Et le but de faire cela, c'est de diversifier le risque en regroupant plusieurs projets qui présentent des profils de risques différents. Un peu dans la même logique, par exemple, de construction d'une assurance vie. Donc, en gros, ça va permettre de rendre le fonds un fonds grâce à des index de catégories. Par exemple, tu vas avoir comme index, je sais pas, une pool dédiée au NFT Blue Chip. Donc, dans cette pool, dans ce package, tu vas avoir des CryptoPunks, des Bored Ape, des Doodles, des Azuki, ou alors tu peux avoir une pool qui va être dédiée à l'immobilier virtuel. Et là, dedans, tu vas te retrouver, je sais pas, un terrain de sandbox, du Livium, de l'OVR, etc. Tu vas en fait avoir un rassemblement comme ça par catégorie, par index. Et là où ça va être intéressant, c'est que en règle générale, l'investisseur un peu plus lambda dans la masse, il n'a pas forcément un panier d'investissement qui est suffisamment élevé pour acheter un NFT et encore moins un package de NFT. Donc, on va lui permettre en fait de se regrouper à plusieurs pour pouvoir acheter ce package. Aujourd'hui, tu as beaucoup de fractionnement de NFT, mais ça se fait que sur un seul NFT. Donc, le risque, il va être plus élevé. Mais là, non seulement le regroupement, il va permettre de diversifier ses investissements, mais aussi d'accéder de manière collective à des produits qui ont un coût à la base trop élevé pour qu'on puisse les acquérir tout seul. Par exemple, je sais pas, Kevin, il vient avec 400 €. Il a envie d'investir dans le Web3, il sait pas trop quoi acheter, il veut pas acheter un NFT à 400 € parce que ça reflète pas la réalité du marché. Je sais pas, il voudrait investir dans le GameFi, mais il a pas forcément les connaissances suffisantes sur le foot. Il sait qu'il va être en concurrence, avec des personnes qui sont baignées dedans depuis qu'ils sont tout petits, et donc il va être plutôt grâce à MetaMakers, il va choisir par exemple l'index Sorare, où il va trouver un package de cartes de joueurs qui auront été sélectionnées par des experts de la DAO sur ce sujet. Et là, il va être corrélé à un portefeuille de NFT. Et donc, tu vois, par exemple, par le biais d'un logiciel Oracle, on va obtenir une valeur estimée qui va être la plus juste de cet ensemble de produits. Et donc, cet oracle, il aura pour vocation d'établir en continu une valorisation au plus juste des actifs sous-jacents afin d'établir une valeur au plus juste des investissements de la plateforme. Ça va être un logiciel qui sera créé en partenariat avec Chainlink et qui sera doté d'une technologie en fait de machine learning qui va permettre de développer un axe majeur des NFT. Et donc, tu auras tout un système de scholarship pour gérer les actifs dans les investissements grâce à un expert du secteur qui va mettre à disposition ses compétences dans la communauté pour faciliter les investissements. Tout à l'heure, je lisais un peu la documentation en préparant l'épisode. Donc, en fait, vos utilisateurs pourront investir, par exemple, dans des pools qui contiendront diverses catégories d'actifs. Et chaque pool, en fait, fonctionnera comme une mini DAO, en fait. Et puis, donc, votre projet aussi sera doté de son propre token. Et j'imagine que c'est ce token-là qui régira la gouvernance de chacun des différents pools. Oui, voilà, ça sera comme ça. On revient sur des questions un peu plus personnelles. Donc toi, tu avais un passé, on va dire, tu as travaillé dans des grands groupes. Tu m'as cité tout à l'heure Orange, tu m'as cité aussi Samsung, dans lequel tu étais digital évangéliste. Aujourd'hui, tu travailles, en tout cas, tu contribues et tu représentes un projet Web3, une startup Web3. Qu'est-ce qui te change le plus et qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer dans cet univers Web3 par rapport à ce que tu as pu connaître par le passé? Tu vois, dans le passé, j'avais l'impression en fait d'avoir atteint un seuil d'apprentissage. J'avais l'impression de tourner un petit peu en rond. L'univers des réseaux sociaux, du social selling, c'est hyper intéressant parce que les algorithmes ils changent régulièrement, mais j'avais besoin d'un peu plus de profondeur, un peu plus de challenge. Et le fait en fait que le Web3 c'est un univers qui soit en pleine évolution, en constante transformation, donc à même de satisfaire un peu ma curiosité sans arrêt. Quand tu commences à plonger dans ce milieu-là,
tu n'as jamais vraiment envie de t'arrêter de fouiller. C'est exaltant, en fait. Tu découvres qu'à partir d'un modèle central, on arrive sur un univers qui va être totalement décentralisé, qui permet de faire éclore un renouveau des réseaux sociaux, qui vont être de plus en plus ouverts au plus grand nombre. Le Web3, c'est comme un rebranding du monde des cryptos, de la blockchain. Alors, le marché, il tourne toujours un peu sur le fait d'acheter, de revendre, mais au lieu que ce soit uniquement de la monnaie digitale, on a aussi de l'art qui s'y ajoute, des terrains. Ça a un côté un peu plus artistique, un peu plus fantastique qui me parle bien. Et le Web3, il va beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'on va aller progressivement vers un véritable renouveau d'Internet par rapport à sa construction initiale. Et toute cette partie-là, c'est très intéressant, tu vois, ça paraît fou de se dire que l'on pourrait créer un web qui soit davantage pour le consommateur et qui serait d'ailleurs en partie détenu par les personnes qui le construisent et l'utilisent. Donc toute cette partie-là, je trouve que c'est hyper passionnant, quoi. Tu peux vraiment te perdre dedans sans arrêt, quoi. Toi, tu as rejoint MetaMakers et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut rejoindre un projet et qui veut contribuer lui aussi au Web3? Voilà, ce serait quoi tes 2-3 conseils que tu lui donnerais pour pouvoir arriver lui aussi à faire sa place? Tout d'abord, ça serait de prendre son temps parce que déjà, il y a quand même un temps d'apprentissage pour bien comprendre l'univers, la techno, le vocabulaire associé, les enjeux. Et ensuite, dans une seconde phase, je trouve que ce qui est hyper important, c'est de bien analyser le marché parce que c'est un secteur qui va amener des nouvelles façons de travailler, des nouvelles fonctions. Alors, on va s'appuyer sur le patrimoine existant avec des graphistes, des devs, mais aussi des nouveaux métiers qui vont être un véritable accélérateur de travail pour plein de personnes. Donc, je pense qu'il faut bien analyser et voir. Il y a énormément d'opportunités. C'est sûr, beaucoup de personnes vont faire, je pense, beaucoup d'argent grâce à ça parce que c'est un peu comme à la manière au début de YouTube, tu vois. Je pense qu'il y a plein de créativité à utiliser, à développer. Et tu vois, les youtubeurs, au départ, ils étaient pas, ils sont rentrés dans le marché et ceux du départ, ils ont réussi à se faire une place qu'ils pensaient peut-être pas forcément, tu vois. C'est ce genre de nouveaux métiers qui vont commencer à arriver. Donc, on va pouvoir créer de la valeur économique de manière totalement différente et je pense que le plus grand nombre ne se rend même pas compte que ça va exister. Donc, je pense qu'il faut bien, bien fouiller, bien prendre le temps d'analyser, de comprendre là où est-ce qu'il y a des opportunités, etc. Et puis, ne pas hésiter à poser des questions, à rejoindre des groupes, à s'entourer. Je pense que dans le Web3, on est quand même une communauté assez bienveillante, même si, bon, il y a, comme pour tout, des trolls un peu partout. Mais voilà, il faut passer au-dessus de ça et puis ne pas hésiter à se lancer. Il faut savoir que personne ne détient la vérité absolue. Donc voilà, ne pas hésiter à prendre la parole, à travailler sa marque sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Voilà, faut passer au-dessus de tout ça et se lancer, quoi. Ok, donc si je résume, c'est en fait oser faire des choses, oser se positionner quelque part, parce qu'en fait finalement c'est quand même un monde qui est encore neuf et il y a plein d'opportunités à saisir et finalement le pire serait de ne rien faire, quoi. Enfin, il faut voir ça comme un jeu, tu vois, faire du test and learn et puis ne pas prendre trop ça au sérieux, quoi. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager le nom de quelqu'un qui t'inspire dans le secteur? Alors cette question des fois elle est pas forcément très Web3 parce que le Web3 c'est plus une communauté plutôt qu'une personnalité, mais voilà, donc est-ce que tu veux nous parler de quelqu'un qui t'inspire particulièrement ou si tu souhaites pas de manière générale quelque chose qui t'inspire vraiment ou qui fait que tu es une Web3 convaincue et que tu crois dur à cette techno? Alors d'un point de vue marketing, moi j'aime bien ce que fait Gary V sur les NFT avec Reddit, mais je dirais Eric Larchevêque parce que bon, c'est quand même un grand entrepreneur qui a cofondé un Ledger. Il avait bien avant d'autres compris l'importance de la sécurisation des fonds en vue des potentielles dérives. Et je trouve qu'il a un parcours intéressant dans l'entrepreneuriat. Il a pris un axe novateur à son époque.
qui fait en fait que je m'identifie un petit peu à lui, dans le sens où aujourd'hui, par exemple, lorsque je prends la parole au sujet du Web3, des NFT, et je mentionne même pas le métaverse, je fais face à un public de masse qui reste relativement sceptique. Tu vois, récemment, il a fait un podcast où il expliquait ses difficultés au début, où les gens n'étaient pas vraiment convaincus par le fait de se créer un wallet sécurisé. Et voilà, ça me parle parce que aujourd'hui, comme toutes les personnes qui sont dans le domaine, on a quand même un bon pourcentage de personnes qui font les mêmes moods de visage qu'il avait rencontrés à l'époque. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez drôle, quoi. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais, en tout cas au départ, Ethereum maximaliste. Alors, je crois que MetaMakers, vous buildez sur Polygon, donc ça fait que tu n'es pas obligé de trahir tes convictions. Mais étant donné que Polygon est un layer d'Ethereum. Mais est-ce qu'il y a un autre projet que tu aimerais nous partager au-delà de MetaMakers, j'imagine, qui t'occupe beaucoup en ce moment, voilà, et pour quelles raisons tu nous parlerais de ce projet-là en particulier? Bon, je vais pas dire Terre Noire parce que tu es là, mais c'est vrai que votre vision des NFT, où on peut intégrer d'autres NFT à l'intérieur pour en faire une sorte de wallet, et puis tout l'investissement que vous voulez faire sur cette technologie, ça me parle bien. Mais je vais prendre un autre exemple parce que sinon c'est trop facile. Un autre projet qui me parle bien, je vais rester en France en lien avec la question d'avant, mais aussi en parallèle avec l'actuel du moment, en parlant de Ledger, qui est remonté au centre des débats actuels. Hein. Pour la faire court, Ledger, c'est en quelque sorte le moyen le plus sûr lorsque on a aujourd'hui des crypto-monnaies pour pouvoir stocker ses clés privées. Parce que aujourd'hui, quand on est propriétaire de crypto-monnaie, ce qu'on possède réellement, c'est qu'une clé privée. Donc, toute personne qui a connaissance de cette clé peut dépenser les fonds qui y sont associés. Mais si on laisse des crypto-actifs en ligne, par exemple sur une plateforme d'échange, sans citer de nom, on contrôle pas, on n'a pas le contrôle de ces clés privées. Donc, on les confie en fait à la plateforme d'échange. Et c'est donc là où les wallets physiques comme Ledger offrent clairement la meilleure sécurité en la matière. Et c'est vrai que avant la crise FTX, j'avais plein de rêves, de projets qui m'emballaient. Mais aujourd'hui, j'ai remis un petit peu les pieds sur terre. Et la sécurisation, c'est quand même devenu la préoccupation du moment. Et j'espère que dans 10 ans, on arrivera sur des bases solides avec des acteurs qui tiennent vraiment le marché. Alors, est-ce que le marché restera décentralisé éternellement, ou est-ce qu'on n'arrivera pas vers une forme de centralisation petit à petit? C'est un sujet qui va de plus en plus revenir sur la scène, je pense. Tu as anticipé du coup ma dernière question parce que tu as commencé à te projeter. Parce que ma dernière question, c'est voilà, comment tu vois le Web3 dans 10 ans. Donc toi, finalement, tu t'es pas convaincu que c'est la décentralisation qui l'emportera, mais peut-être un scénario mi-figue, mi-raisin entre peut-être des purs et durs qui continueront à être décentralisés et des acteurs centralisés qui aussi favoriseront la culturation et la vulgarisation de la techno, avec les risques associés, bien Ouais, entendu. carrément. Ouais, bah oui, c'est ça. Après, 10 ans, c'est loin. Hein. Aujourd'hui, tout peut basculer du jour au lendemain, comme on a pu le voir dernièrement sur le marché des cryptos. Mais si on regarde le marché sur le long terme, forcément, il va avancer. Surtout que le Web3, il repose sur la blockchain, donc il dépend pas tant que ça des crypto-monnaies. Il va au-delà de cet aspect monétaire. Il se focalise un petit peu davantage sur les gens et les relations entre eux. Et la technologie, elle évolue très rapidement. Elle nous réserve plein de surprises que je pense que très peu de personnes peuvent imaginer. Mais ce qui est en revanche plutôt certain, c'est que par exemple, tous les projets qui aujourd'hui commencent à avoir le jour, par exemple, le métaverse, ça n'a de sens que si ça permet de résoudre le problème des gens. Tant qu'on le fera pas, il n'y aura pas forcément d'attraction particulière. Donc, tu vois, par exemple, le métavers dans 10 ans, il va se construire ce qui aura résonné en fait en termes de solutions sur l'état des années d'avant. Donc, les dizaines de milliards qui seront dépensés pour des jeux sur le cloud au cours de la prochaine décennie, par exemple,
ils vont reposer également sur la conviction que ces technologies vont soutenir notre avenir virtuel en ligne et hors ligne. Et en effet, comme tu disais, le Web3, il aura besoin de règles entièrement nouvelles pour gérer tout ce qui concerne l'application de la réglementation, la déclaration fiscale, la censure, le contrôle des communications, etc. Il y a plein de sujets qui vont arriver sur le terrain petit à petit de plus en plus fort. Donc, je pense que d'ici 10 ans, l'utilisation du Web3, il sera largement développée dans pratiquement tous les secteurs, que ce soit au niveau des médias, du divertissement, du retail, de l'énergie, la santé. On va de plus en plus vers de la sécurité dans une finance décentralisée, à mon avis, qui fait que on va avoir aussi plus d'États qui vont utiliser la crypto. Et donc, on va amener des nouvelles manières de consommer par rapport à aujourd'hui. On utilise globalement que du fiat, de la monnaie traditionnelle. La crypto va devenir de plus en plus le moyen d'acquisition le plus utilisé dans le monde. Il suffit de voir ce qui se passe au Panama, au Nicaragua, au Brésil ou El Salvador, ou un bon nombre de pays d'Afrique. Merci beaucoup d'avoir partagé ta vision à 10 ans. On arrive du coup à la fin de l'épisode. J'étais très content d'enregistrer cet épisode avec toi. J'espère que tu as pris plaisir aussi. Je vous souhaite bonne chance pour le projet MetaMakers qu'on va continuer à suivre dans les prochains mois. Et bien entendu, on partagera aussi tous les liens de toutes les références que tu as pu nous donner, et elles sont nombreuses dans la descriptif du podcast. Et puis je te laisse le mot de la fin pour conclure. Merci beaucoup à toi, Romain. Et puis un petit message d'espoir à tous ceux qui sont un petit peu touchés, en tout cas par ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il faut rester sur ses bases et rester positif et continuer à avancer parce que on va y arriver. Par un moyen ou un autre, on va y arriver. Effectivement, merci pour ce message d'espoir. Et ouais, pour ceux qui écouteront cet épisode, on est juste quelques jours après l'épisode FTX pour resituer le contexte. Merci beaucoup Chloé et à très vite. Salut. Merci Romain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.